Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire, en tout cas ce replay de webinaire lié à l'hypnose, la posture, le stress, anxiété, etc. Je fais ce petit enregistrement parce que j'ai malencontreusement oublié d'enregistrer une petite partie du début, donc je vais vous le présenter et vous allez voir, ça va être du coup plus rapide. Alors, ce webinaire est présenté par Marine Blézard-Rémillon, qui est masseur kinésithérapeute diplômée d'État, avec plein de spécialisations, notamment autour de la posture dans ses spécialisations. Elle est également formée en posturologie par Labo Reprogrammation Neuroposturale et elle est également praticienne en hypnose, en programmation neurolinguistique, en traitement par les mouvements oculaires, pardon, et aussi en Emotional Freedom Technical, EFT. Personnellement, je m'appelle Adrien Chartier, je suis posturologue, praticien en reprogrammation neuroposturale. Je suis également préparateur physique et je suis également praticien en hypnose, PNL, TMO, Oméga, en communication non violente, gestion de crise, et en préparation mentale et en sophrologie. Ce soir, ce qu'on vous propose, c'est un petit peu ce lien entre l'hypnose, la posture. Et si vous ne savez pas ce que c'est la posturologie, je vais vous expliquer ça. Déjà, on peut se poser la question de comment tenez-vous debout. On tient debout en luttant contre la gravité. Mais il y a plein de schémas qui se mettent en place quand on fait tout ça. Dans un premier temps, il y a le système nerveux central. Et le système nerveux central, si on prend la base de la pyramide de son développement, il se développe tout d'abord par un système sensoriel. Ce système sensoriel, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement euh, 3 GPS qui permettent d'amener une information au cerveau. Le cerveau va traiter cette information, ok, par plusieurs boucles de rétroaction, etc. Et puis va dire, par exemple, tiens, je dois marcher, ok, je gère une information, le cerveau la digère, je marche. Bien souvent, quand on a des douleurs, tensions, asymétries, problèmes de posture, en tout cas, c'est qu'il y a un petit problème au niveau du système nerveux central. Il y a quelque chose qui ne se fait pas comme il le faut au niveau du cerveau. Par exemple, vous savez, une restriction en mobilité, j'arrive pas à attendre mon bras au-dessus de la tête, je suis limité là, plutôt que de le faire bien droit, etc. Bon, voilà, il y a une problématique et il faut essayer de comprendre pourquoi il y a cette problématique. Et ça, c'est le rôle du posturologue, de chercher les causes et non les symptômes. Là, on pourrait avoir une approche symptomatique en disant, tu as un problème de mobilité au niveau de l'épaule, étire-toi à l'épaule, renforce ton épaule, si c'est des douleurs, etc. Donc voilà, et on pourrait passer des heures et des heures à faire ça, des jours et des jours et des jours à le traiter, et au final, on va faire un peu de renforcement musculaire, un peu de souplesse, et une fois qu'on arrête, boum, tout repart, et on a à nouveau les douleurs. Donc là, l'objectif, c'est de voir les causes. Le système nerveux central, du coup, il prend ces informations par les 3 GPS qui sont la vision, qui est d'ailleurs le système qui ramène le plus d'informations au niveau du système nerveux central. Il y a, en tout cas au niveau du système sensoriel, il y a le système vestibulaire, vous savez, c'est l'oreille interne qui gère l'équilibre, entre autres, parce que vous allez voir pendant ce live que ça gère aussi autre chose. Et ça en gère encore même d'autres. Et il y a le cervelet qui va venir chercher tout ce qui est tâches de précision, proprioception. Donc la proprioception, c'est la perception de son corps dans l'espace. Ok. Quand vous cherchez votre tasse et que vous la ramenez à votre bouche, si vous avez besoin de regarder tout ce que vous faites, il y a un déficit proprioceptif. Si vous êtes des fois un petit peu maladroit, problème proprioceptif. Ok. Donc, on améliore ces systèmes-là et ça améliore la commande motrice par la suite. La posturologie, c'est aussi quoi? Donc ça, c'est l'approche neurofonctionnelle, ce que je vous ai expliqué, donc la neurologie fonctionnelle. Il y a l'approche posturologie un peu plus clinique, donc c'est les pieds, les yeux et la mâchoire qui sont les capteurs principaux de la posture et qui vont donner la dynamique de la posture. Et comme par hasard, c'est 3 endroits dont on prend très rarement soin. Et je vais vous donner un exemple, par exemple l'épaule. J'ai mal à l'épaule. Qu'est-ce que je fais? Comme on disait tout à l'heure, je m'étire, je renforce, etc. Ça peut être un problème tout simplement de mâchoire. Vous savez, il y a des fois des gens, rien qu'en appuyant là,
ici, sur les muscles, ah, ils ont super mal. Mais un problème de mâchoire peut entraîner directement un problème au niveau de l'épaule. Un problème de vision aussi. Alors, pas forcément, je suis myope ou astigmate, mais tout simplement un problème de convergence oculaire. Les deux yeux qui travaillent pas ensemble et qui vont pas regarder, hop, dans la même direction en même temps. Ben ça peut créer des bascules, des rotations, des limitations, en tout cas au niveau de l'épaule. Donc voilà, donc c'est important de tout traiter de manière globale. Ensuite, il y a quoi? Il y a aussi les réflexes archaïques. Et les réflexes archaïques, c'est quoi? Ben, c'est cette petite enfant-là qui est d'abord assis, qui va faire de la quadrupédie, qui va se lever. Les réflexes archaïques, il y en a 72, on les développe entre la période de gestation, donc dans le ventre de la maman, jusqu'aux 7 ans, où on a un système nerveux central qui va arriver à maturité. La plupart des réflexes archaïques sont intégrés dans la première année. Le problème, c'est que si ces réflexes archaïques ne s'intègrent pas comme il faut, eh ben, il va y avoir des problèmes qui vont être portés sur la posture, les émotions et la cognition. Pourquoi? Parce que le cerveau, quand il se développe par le biais de la motricité, il développe, on va dire grosso modo, des aires motrices au niveau du cerveau qui vont développer des aires différentes liées à l'émotionnel et le cognitif. Donc, c'est le mouvement qui va développer le reste. Donc, par exemple, le système vestibulaire, donc il y a un réflexe tonique labyrinthique au niveau des réflexes archaïques qui va se développer dans le ventre de la maman quand elle bouge, la maman, et c'est ça qui va permettre de mettre plein de réflexes archaïques après en mouvement. Dans ces réflexes archaïques-là, alors si vous voyez pas trop ce que c'est un réflexe archaïque, par exemple, un enfant qui vient de naître, quand vous lui donnez votre doigt, il l'enferme avec sa main très fort, ça c'est réflexe d'agrippement. Il y en a 72, hein. Et le pédiatre, quand il voit votre enfant, quand il vient de naître, dans les premiers jours, il regarde les réflexes archaïques à 2 reprises, même avant de vous laisser repartir à la maison pour voir s'il n'y a pas d'atteinte au niveau du cerveau. Et donc, dans ces réflexes archaïques, voilà, ils ont tous un impact sur posture, émotion, cognition, tous, hein. Et il y en a 2 principaux qui ont des gros impacts sur l'émotionnel. Et ça, c'est le réflexe de peur paralysante et le réflexe de Moro. Le problème, c'est si je prends par exemple le réflexe de peur paralysante, c'est que ce réflexe archaïque-là, c'est un des premiers à se mettre en place. C'est s'il se développe bien, normalement, qu'il s'intègre, parce que les réflexes archaïques, en fait, quand ils sont présents, puis ils s'intègrent. Et normalement, ils ressurgissent que s'il y a vraiment besoin. Par exemple, une voiture vous fonce dessus, hop, je m'écarte, il est ressorti au bon moment, et puis après, hop, il va de nouveau se réintégrer normalement. Mais il y a le réflexe de peur paralysante, comme c'est un des premiers à se mettre en place, s'il ne s'intègre pas comme il faut, et ben il y a une grosse poignée de réflexes archaïques qui se développent à partir du moment où ce réflexe-là est intégré. Ok? Donc ça veut dire que plein de réflexes archaïques ne vont pas bien s'intégrer, notamment des réflexes au niveau du pied, au niveau cognitif, etc. Donc il y a des gens, des fois, ils vont avoir tout simplement des douleurs de cheville, de genoux, parce que le réflexe de peur paralysante est présent. Et le problème de ces réflexes archaïques-là, c'est qu'ils peuvent ressurgir suite à des traumas, qu'ils soient physiques ou émotionnels. Donc quelqu'un qui va vivre un traumatisme dans sa vie peut avoir de nouveau des réflexes archaïques, tout plein de réflexes archaïques qui sautent parce que ça ne va pas aller. Et là, de plus en plus, et en tout cas dans ma pratique de cabinet, je le remarque, de plus en plus, sur 10 cas, je vais avoir 8 réflexes de peur paralysante qui ressortent, peut-être dû au contexte actuel. En tout cas, j'en avais beaucoup moins avant, mais voilà, on en a de plus en plus. On vit dans un mécanisme voilà, anxiogène, en tout cas très très présent. Et le problème, c'est ces émotions ont un impact direct avec la posture. C'est un peu ce qu'on va vous présenter dans ce webinaire ce soir. Et donc, voilà, après, j'ai commencé à enregistrer. Ça a coupé un peu le début de la présentation de Marine, qui vous présente l'hypnose, en vous présentant, tout simplement, on va vous parler d'hypnose, de PNL et de TMO, donc traitement par les mouvements oculaires, qui sont 3 disciplines qui sont très liées, parce que quand on se forme à l'une, en général, on se forme à l'autre, et, euh, et on les utilise dans notre pratique de tous les jours, ok? Euh, donc voilà, on ne dissocie pas les 3 techniques, on les utilise parce qu'elles ont un impact qui est vraiment, qui apporte vraiment une plus-value dans nos suivis. Et, euh, et ce sont des thérapies brèves. Pourquoi? Parce que on n'a pas vocation, par exemple, en tant qu'hypnothérapeute, à vous garder pendant 3 mois en suivi, 6 mois, 1 an, 2 ans. On ne fait pas de psychothérapie. Pour ça, il y a des spécialistes qui le font très bien. La thérapie brève, l'hypnose, c'est essayer rapidement de mettre en place des nouveaux comportements, valeurs,
croyances, etc., qui peuvent vous limiter dans votre vie de tous les jours. Et là, l'objectif, c'est de travailler dessus. Et voilà. Et donc, je vous laisse pour la suite de ce webinaire et je vous remercie pour votre compréhension. À bientôt. Donc, pardon, je suis désolée. Désolé, c'est moi. Je suis désolé, j'avais complètement oublié d'enregistrer. Donc, c'est pas grave. Les gens reprend un peu le début. Mais Ça marche. voilà, désolé. Du coup, il n'y a pas de problème. Ce que j'expliquais, c'est que du coup, l'inconscient, en fait, c'est ce qui dirige votre vie. C'est ce qui fait que vous avez des comportements, des émotions dans une situation donnée. Je vais vous donner un exemple qui peut faire sourire, mais qui fonctionne bien parce que ça parle à pas mal de monde, ou en tout cas, si vous ne vivez pas cette situation, vous avez certainement déjà entendu autour de vous quelqu'un en parler. C'est la situation de la belle-mère qui arrive à la maison. Souvent, dans cette situation-là, en fait, on va avoir des gens qui nous disent « Non, mais en fait, à peine je sais qu'elle doit venir, dans 2 jours, dans 3 jours, hein, ça n'a même pas besoin d'être dans 5 minutes, je suis déjà en colère, je suis déjà énervée, j'ai pas envie. » Et puis, quelque part, on peut se mettre dans des situations où on vient se prostrer sur soi-même, où on est déjà dans des états limitants, et où derrière, on peut avoir un comportement qui pourrait devenir presque agressif. C'est quelque chose qui peut parler. Alors, je vous parle de ce contexte-là, mais c'est vraiment des contextes qu'on rencontre tous les jours dans la vie où, dans une situation donnée, on vient avoir une émotion particulière, qui n'est pas du tout toujours négative, hein, d'ailleurs, ou un comportement qui nous semble être négatif, ou en tout cas un comportement qui ne sert à rien et qui est limitant. Le principe de la belle-mère qui arrive, eh ben, on n'a pas forcément envie que son conjoint ne voie plus sa mère non plus, etc. Et quelque part, eh ben, ça ne nous sert à rien d'être en colère, d'être agressif, et quelque part peut-être même de se disputer avec son conjoint à ce moment-là. Et pourtant, même si on le sait, eh bien, on n'a pas forcément de gestion sur ce qu'il se passe à ce moment-là. Et ça, en fait, c'est le fonctionnement de l'inconscient. Ça va fonctionner aussi bien très positivement, comme pour beaucoup, quand on va vous parler de Noël, où là, eh ben, on va commencer à se réjouir, à ressentir des choses très positives, alors qu'on vient juste de dire un mot. Et comme ça va fonctionner différemment si, par exemple, on vous parle de votre belle-maman. Tous ces comportements, en fait, il faut bien vous dire que c'est pas conscient, c'est pas volontaire, mais ça se met pas en place de façon anodine. On n'a jamais un comportement. En fait, dans tous vos comportements, même quand ils vous semblent être négatifs, quand ils vous semblent être limitants, quand vous ne les voulez pas, que vous avez cette impression vraiment que ça ne sert à rien, il y a une intention positive derrière. Votre inconscient ne fait pas exprès de vous mettre en colère, votre inconscient ne fait pas exprès de vous faire avoir un comportement qui consciemment vous gêne. En fait, c'est quelque part à un moment pour vous protéger, pour vous mettre en sécurité. En général, quand on entend parler de problèmes avec la belle-mère, c'est que souvent, elle a tendance à venir un petit peu trop souvent, qu'elle a tendance parfois à s'incruster ou à prendre un petit peu trop de place dans les décisions familiales. Et qu'est-ce qu'il y a de plus insécuritaire que d'avoir cette impression que quelqu'un d'autre veut gérer votre vie? Et oui, et oui. Donc, tout cela n'est pas anodin. Par contre, eh bien, le principe, c'est que justement, avec l'hypnose, on va aller travailler sur les sources qui font que, eh bien, on est entraîné dans ce sentiment d'insécurité, de stress. Et en fait, on va aller modifier ce système, ce comportement, cette émotion qui était négative pour que justement, elle soit moins impactante, voire même qu'elle devienne neutre. Le but n'est pas de vous faire adorer votre belle-maman, ni de vous faire détester Noël, mais simplement peut-être eh bien, que vous puissiez adopter un comportement qui soit correct pour vous et pour ce qu'il se passe autour de vous, tout en respectant l'intention positive de base, ce qui veut dire vous mettre et que vous restiez en sécurité. Ce principe de sécurité, et c'est ce qu'on voit fortement en ce moment à l'heure actuelle, c'est pour ça que justement on parlait de ce RPP qui vient revenir, qui vient et qui revient incessamment en ce moment. C'est simplement qu'en ce moment, on vit des périodes un petit peu compliquées où on passe de vague en vague. D'ailleurs, je ne sais même pas à la combienième on est, mais quelque part,
en fait, on a cet aspect cinquième. Merci Adrien, tu suis plus que moi, c'est cool. On est dans de l'insécurité sans vraiment y être, mais pourtant, on ne sait pas vraiment ce qui arrive devant nous. Alors qu'auparavant, bon ben voilà, on avait notre quotidien, etc. On a pu s'en rendre compte, surtout à la première vague, les gens qui s'affolaient dans les magasins parce que clairement, ils avaient peur de mourir de faim. Ça va quand même loin, hein, c'est pas anodin. Les gens qui faisaient ça, ils ont juste eu peur. Donc, on a eu beau critiquer et il a pu se passer tellement de choses autour, mais encore une fois, on se retrouve dans un vrai problème d'insécurité. Nos anciens vont mal, ont des gros soucis vis-à-vis de tout ça parce qu'en plus, eux, ils se sont sentis délaissés, ils n'ont pas pu avoir de visite. Encore une fois, à ce moment-là, ils ont eu simplement peur de mourir seuls, de ne pas pouvoir être aidés. Mais tout ça, aujourd'hui, c'est des réels traumatismes, hein. C'est notre quotidien, c'est malheureux, mais c'est vécu comme du traumatisme. Donc après, chacun va le vivre un petit peu différemment parce que nous sommes tous différents, parce qu'on n'a pas tous les mêmes valeurs, les mêmes croyances, parce qu'on a déjà vécu d'autres choses qui ont peut-être été encore bien plus graves que ça. Du coup, ça peut nous paraître être anodin. Et pourtant, pour beaucoup d'entre nous, on a des vies classiques où ça se passe relativement bien et où on n'a pas vécu la guerre, etc. Et bien, ça reste des traumatismes qui sont en train de s'implanter et de s'intégrer. Et c'est pour ça que c'est compliqué. On va aussi parler un petit peu de nos enfants, de nos adolescents, où moi, j'ai une recrudescence de demandes de suivi en hypnose chez les adolescents. Chez les adolescents et les jeunes adultes, bah parce que simplement, ils étaient sur quelque chose de plutôt sympathique. Et voilà, c'est la jeunesse, c'est les sorties, etc. Et là, d'un coup, on a coupé du lien social. On les a coupés de tout, on les a coupés de leurs professeurs, mais on leur a surtout demandé de continuer à travailler comme si leur professeur était là. On les a coupés d'une partie de leur famille, hein, malgré qu'ils étaient chez leurs parents. Et encore, on ne parle pas des parents divorcés, où du coup, même là, on a pu avoir vraiment des ruptures qui se sont créées aussi. On a, et puis, il y a eu tout le reste, hein, les amis, etc. Et d'un coup, on leur demande de revenir sur une vie normale, mais avec des masques, mais sans trop sortir, mais en faisant attention pour X raisons, des raisons qui ne leur parlent pas forcément et qui, en fait, qui induisent de la peur. Encore une fois, aujourd'hui, ce stress, cette angoisse qui est vécue par tous, c'est parce qu'il y a une peur derrière, même si on ne l'exprime pas comme ça. En fait, l'hypnose ou d'autres thérapies brèves hein, vont pouvoir venir aider à rétablir les choses, à aller chercher quelles sont les peurs qui sont fortement intégrées à l'intérieur de vous, à quoi cela vous ramène pour que vous puissiez vous mettre dans ces états-là et simplement pouvoir remettre votre inconscient d'aplomb pour que vous puissiez vivre ces situations le mieux possible. L'hypnose, c'est une technique qui s'adresse à tout le monde. Il n'y a pas de problème de réceptivité. On n'est pas en train de vous parler d'hypnose de spectacle où là, on est, alors si je ne dis pas de bêtises, Adrien, entre 5 à 8% de la population. Hein. C'est ça? Ouais, c'était ça. Donc forcément, quand on va voir Mesmer, bah oui, forcément, on n'est pas forcément réceptif. Mais là, c'est pas de cette hypnose-là qu'on vous parle. Là où on vous parle d'une hypnose qui vient s'adresser profondément à votre inconscient pour vous permettre de créer quelque chose de nouveau et vous créer un avantage. Donc forcément, vous allez y tirer eh bien, un avantage pour vous-même. Il y a chez des gens chez qui ça va être un petit peu plus long d'aller obtenir eh bien, ces états de transe hypnotique. Ça ne va pas forcément se faire tout seul en un claquement de doigts parce que simplement, eh bien, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais fait. Donc, il va falloir arriver à faire ce lien entre le conscient et l'inconscient. Mais on a tous un inconscient. Donc, il n'y a aucune raison que les gens ne puissent pas fonctionner avec des séances d'hypnose. J'ai juste vu qu'il y avait une question, en fait, si l'hypnose pouvait s'adresser aux enfants aussi. Et la réalité, c'est oui, et c'est encore plus simple chez les enfants. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais chez les enfants, en fait,
combien de fois ils peuvent jouer, être sur une activité, par exemple, quand ils jouent à faire la cuisine, dans leur petite cuisine Smoby, etc. Et vous voulez leur parler, mais ils vous entendent juste pas. Enfin voilà. Et en fait, ils sont complètement déconnectés parce que eux, ils sont dans leur monde. Et ben ça, c'est un état de transe hypnotique naturel, tout à fait classique. Avec les années, en fait, on a de moins en moins d'états de transe et surtout, elles sont de moins en moins longues. Donc, ça peut se compliquer et c'est là que ça devient un petit peu plus difficile d'entrer et de rechercher ces états de transe. Mais chez les enfants, ça se fait avec une rapidité, c'est juste fabuleux. On essaye cependant de ne pas travailler en hypnose pure avec les enfants avant 6-7 ans parce que simplement, ils rentrent très facilement en état de transe, mais ils en ressortent très facilement aussi. Là, on va plutôt utiliser des hypnoses conversationnelles qui fonctionnent très bien chez eux, avec des métaphores, des contes de fées. Et eux, ils prennent ça pour argent comptant et ça aide énormément. Voilà. Je suis bien d'accord avec toi, hein. Moi, mon fils, je lui raconte l'histoire d'un personnage imaginaire et puis il le prend vraiment pour lui. Alors, il raconte à travers ces personnages bah, ces situations et ce qu'il faut faire ou pas, tu vois. Et je trouve ça en fait trop drôle. Bien Et, sûr. j'essaie juste de le court-circuiter, tu vois. Je vais donner euh, un autre exemple. Mon fils a eu une période où, alors je ne sais pas où il avait entendu, parce que pour le coup, on n'avait pas eu de cambriolage dans le quartier, etc. Mais après, à l'école, il se passe des choses, il se dit des choses, ou quand il allait se coucher, en fait, il avait peur qu'il y ait un voleur. Et simplement, je lui ai parlé, je lui ai dit, oui, mais tu sais, le soir, en fait, quand on va se coucher, on met une grande bulle magique autour de la maison. Et cette bulle magique, on peut pas, personne ne peut la traverser si ceux qui sont à l'intérieur ne le décident pas. Et en fait, on est parti sur cette bulle magique. Et lui, il a commencé à me dire, mais elle est quelle couleur, etc. Et en fait, je lui ai dit, bah, si tu veux, je choisirai ce soir. Et en fait, il a tellement monté ce système de sécurité qu'elle était bleue, qu'elle était brillante et que je la fermais, enfin, je la mettais à telle heure, je la rouvrais à telle heure, qu'en 2 soirs, c'était réglé. Il ne m'en a plus jamais parlé. Au final, il me disait juste que le voleur, il m'en avait reparlé en me disant, mais ça va, en fait, les voleurs nous ont pas volé les champignons dans le frigo. Je n'ai pas cherché à comprendre, je n'ai pas cherché à avoir la signification, mais ça fonctionne comme ça. Et finalement, dans nos inconscients d'adultes, ça fonctionne exactement de la même façon. Ça, c'était pour la petite partie hypnose. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions particulières à ça. Si vous voulez, j'y réponds après. Si vous voulez écrire quelques questions, s'il y a des choses particulières, il n'y a pas de problème, je peux y répondre. Je vous ouais, parlais aussi. Ouais, je vas-y. me permets juste pour préciser un truc. C'est vrai que consciemment, on n'a pas forcément l'opportunité de se rendre compte de tout. Parce que consciemment, en général, on pense à deux, trois, quatre choses de manière consciente. Ok, le cerveau, il peut pas gérer plus. Par contre, de manière inconsciente, bah, c'est 4 millions d'informations qui arrivent en même temps. Donc, c'est pour ça, vous savez, quand vous vous concentrez sur ah, punaise, comment il s'appelle cet acteur là, je me rappelle plus. Et par contre, 5 minutes plus tard, vous êtes complètement sur autre chose et hop, vous en rappelez de nouveau. Pourquoi? Parce que l'inconscient, il est venu faire le travail pour vous. Donc l'inconscient peut gérer énormément de choses. Mais imaginez dans ces 4 à 6 millions d'informations qui gèrent en même temps, il y a toujours des traumas perpétuels. En fin de compte, l'hypnose, on vient travailler sur le cerveau, hein, et c'est exactement comme on dit en posturologie. Qu'est-ce qu'on dit en posturologie? Le cerveau il pense à une chose de manière prioritaire, c'est sa survie. Si c'est pas serein pour lui autour de lui, bah, c'est là où il va commencer à capoter, à mettre des limites dans votre façon de bouger, etc. Ben, l'hypnose, c'est exactement pareil. Si à chaque fois il y a un petit trauma là, qui est dans votre tête, et parce qu'une fois, je sais pas, vous avez traversé la rue, vous avez failli vous faire écraser. Et ben, à chaque fois que vous allez traverser la rue, vous allez regarder peut-être deux, trois fois plus que la normale. Ok, parce que ça vous a failli vous arriver. Bah, c'est quand même quelque part un petit trauma. Alors, des fois placé là pour des bonnes raisons, des fois pas trop, et voilà, qui peuvent venir ressasser. Et par rapport aux états de transe aussi, je vais juste dire, les états de transe, souvent ça fait peur quand on dit état de transe, etc. Mais en fait, c'est tout simplement naturel. C'est vrai que On en a l'adulte, au on en a quotidien. moins, mais quand vous êtes dans votre voiture et que vous n'avez pas, vous êtes sur le trajet du retour, vous arrivez chez vous et vous dites,
punaise, j'ai même pas vu passer le retour, bah, vous êtes en état de transe, tout simplement. Quand vous êtes en train, sur votre canapé, c'est le soir, vous êtes en train de fatiguer, et puis boum, vous piquez un peu du nez, vous vous réveillez, bah, on est dans des états de transe. Donc voilà, en fait, compte, c'est naturel comme état. Donc voilà. Je t'ai juste coupé 2 secondes, Non, mais mais tu as, t'as tout à fait raison. je te laisse continuer, Marie. Aucun problème. Pour ce qui est de la programmation neuro, en fait, la méditation et la visualisation en font partie, oui, en partie. En fait, l'état de transe et l'hypnose permettent juste d'aller encore plus loin. Alors, c'est pas de la transe, c'est un mode automatique, la voiture, la lecture, etc. C'est un mode automatique qui est permis par cet accès de l'inconscient. En fait, t'as des comment dire en anglais? Alors, je suis désolé, mais je lis tellement plus de trucs en anglais qu'en français que des fois, ça se mélange. Tu as des brain waves. Comment ce que c'est en waves en français? C'est des vagues. Il y a Ouais. et il y a plusieurs vagues en fait au niveau du cerveau. Et, tu vois, t'as plusieurs fréquences, tu sais, au niveau du cerveau, etc. Et en fin de compte, en fonction de la fréquence dans laquelle tu es, t'actives plus ou moins des choses. On va dire que ce mode automatique, t'es pas dans une transe profonde, tu vois, mais c'est en quelque sorte un état de transe. Alors après, il y a la transe, il y a une transe normale, il y a des transes qu'on peut approfondir, des transes qu'on peut encore plus approfondir. Et plus tu vas travailler sur ce schéma de relaxation intense, on va dire, bah, plus tu vas pouvoir facilement te placer dans des états de transe qui seront de plus en plus profonds à chaque fois. Voilà, si ça peut Un état de juste transe, ouais, dire. ça c'est important de le dire, hein. Un état de transe, faut pas forcément s'imaginer avoir ou être forcément en train de dormir ou avoir quelqu'un en face de toi qui dort ou qui ne se Mm. rappelle pas ou qui ne se rappelle de rien. Il y a des états de transe qui sont de façon beaucoup moins profonde et qui sont pas forcément moins efficaces pour autant. Ouais. Alors, Ça m'arrive souvent, très souvent dans les premières séances quand j'ai des clients qui peuvent être même parfois un petit peu inquiets parce qu'ils ne savent pas trop où ils mettent les pieds, justement de ne pas générer des états de transe trop profonds pour leur permettre qu'ils se rendent compte juste en fait qu'il se passe quelque chose qui est très agréable pour eux, mais qu'en fait ils sont bien ici et là et qu'ils entendent et que tout se passe bien pour eux. mm. Et puis on le remarque, bon, l'hypnose où on va passer du temps à emmener la personne en transe, ok, mais quand on va parler, voilà, Marine va parler de la PNL ou des TMO, bon, pourquoi on en parle? Parce que c'est des disciplines qui sont conjointes et qui se mixent très très bien, hein, même parfaitement bien, mais que si vous faites juste de la PNL avec quelqu'un, juste le fait que quand il fait l'exercice, bah, il se sente complètement dans le jus de l'exercice. Il le vit. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de la PNL ou du développement personnel de groupe, où vous êtes là, vous dites, allez, bouge-toi le cul, tiens, je vais y arriver, et que vous voyez déjà en train d'y arriver, bah, quelque part, bah, vous êtes déjà en transe. Donc voilà, sans forcément le conscientiser. Sans même faire de PNL, hein, si vous avez déjà eu des gens, enfin, il y a des gens autour de vous qui, des fois, peuvent vous raconter des expériences personnelles, mais autant positives que négatives. Et elles vivent tellement ce qu'elles sont en train de vous raconter qu'en fait, vous vous rendez compte qu'ils sont en train de revivre le moment, mais comme s'ils y étaient maintenant et là. En fait, vous avez ce défilement d'images qui peut se passer, mais ils sont capables de vous exprimer ce qu'ils entendent, ce qu'ils ressentent, etc. En fait, ils y sont, et ça, c'est déjà un état de transe. Autant dans le positif que dans le trauma, etc. C'est à peu près bon? OK? Impec. La PNL, en fait, c'est donc la programmation neurolinguistique, c'est un détournement de l'hypnose. D'ailleurs, pour créer la PNL, ils se sont posés sur l'hypnose d'Erickson. Et en fait, ça permet de vivre des modifications, de faire des modifications. Ça permet aussi d'être dans l'ici, le maintenant. Ce qui doit être changé est fait instantanément. Et on est dans un vécu qui est un petit peu différent. Je sais pas, je peux pas dire lequel on préfère. Je pense surtout que c'est hyper intéressant quand on peut s'adapter à son client. Quand ça m'arrive très souvent, moi j'ai ma préférence forcément pour l'hypnose, mais quand j'ai un client que je vois qu'il va avoir des réticences à se mettre dans l'hypnose, qu'il n'est pas sûr de ce qu'il fait, etc., le fait de pouvoir travailler avec de la programmation neurolinguistique pour démarrer, ça permet vraiment de lui permettre de rentrer dans le jeu, de se rendre compte des changements tout de suite
et quelque part de prendre un petit peu confiance en lui. Ça ne m'empêche pas, même des fois, après 1, 2, 3 séances d'hypnose, si je sens qu'il faut que je passe à de la PNL pour qu'il y ait quelque chose qui change, j'y passe aussi. C'est un autre moyen de fonctionnement. Et ensuite, le dernier dont on voulait un petit peu vous parler avec Adrien, c'était les techniques de mouvement oculaire. En fait, c'est quelque chose qui a été utilisé au départ et qui a été mis en place au départ aux États-Unis pour travailler sur les gros traumatismes. C'était l'objectif principal des mouvements oculaires, en priorité en fait pour aider les vétérans américains. Donc, vous pouvez imaginer le degré de trauma sur lequel on pouvait se trouver à ce moment-là. En fait, on s'est rendu compte qu'en faisant visualiser une scène à quelqu'un, lui permettre de revivre, de ressentir des émotions tout en bougeant ses yeux, de droite à gauche, de haut en bas, etc. Et ben, ça permettait de descendre, de baisser tout ce qui était au niveau du stress, de l'angoisse, et ça leur permettait en fait de beaucoup mieux gérer ce qu'ils avaient vécu. Là, on est vraiment dans tout ce qui est stress post-traumatique, etc. Le fait de bouger les yeux, en fait, ça permet de faire une stimulation bilatérale du cerveau. Et on s'est rendu compte par la suite qu'en faisant de la stimulation bilatérale, soit auditive, soit kinesthésique, on obtenait de très bons résultats aussi. Au vu des résultats qu'ils obtenaient avec les vétérans américains, en fait, les études sont allées plus loin. Et en fait, on s'est simplement rendu compte qu'on pouvait créer aussi des modifications, créer des changements chez les personnes sans aller jusqu'à des traumas aussi graves que les leurs, en travaillant sur des traumas plus du quotidien, ou même simplement de travailler sur des émotions, sur des comportements, et sur des choses qui peuvent être et sembler être limitantes pour simplement permettre aux gens, encore une fois, de vivre mieux un élément qu'ils souhaitent modifier. Voilà, voilà. Yes. Donc, pourquoi en fait on vous parle de ce cadre-là? Parce que c'est un petit peu comme tout le reste. On a du mal à dissocier le travail d'hypnose, nous, de PNL et TMO, qui sont trois disciplines qui se marient très très bien. Et bien souvent, quand on fait de l'hypnose, on fait aussi de la PNL. Quand on fait de la PNL, on fait aussi de l'hypnose. Et de plus en plus de TMO. Alors on peut lui donner plein de noms hein, à TMO, EMDR, etc., qui sont juste des petits dérivés. Voilà, le TMO permet de travailler sur n'importe quel traumatisme ou objectif, mais d'une manière différente. Et c'est vrai que couplé à l'hypnose, c'est super intéressant. Est-ce que vous êtes toujours là? Là, maintenant, on va rentrer dans la problématique de la soirée. C'est bon? Il fallait quand même dresser un petit peu, comme on va parler là d'ailleurs, avec le prochain diapo, le contexte. Le contexte, moi j'aime bien présenter ça. Alors ceux qui sont déjà sur la RNP, vous l'avez déjà vu un paquet de fois. C'est quoi? C'est tout simplement ce petit schéma, c'est la définition de la santé par l'Organisme mondial de la santé. L'Organisme mondial de la santé, en fait, a défini, en gros, que il n'y a pas besoin de pas être amputé, par exemple, d'un membre ou de pas avoir de grosses maladies euh, pour être en mauvaise santé. Hop, Marine, tu avais Je le répondu fais, je à le fais. moi. Ah bah Ouais, voilà, ok. ok, super. Euh, et donc, l'Organisme mondial de la santé définit que pour être en bonne santé, il faut également être bien, sur le facteur physique, social et mental. C'est-à-dire que tout est relié. Si par exemple, je vais vous prendre l'exemple du facteur social, hein, c'est quand même assez grand aujourd'hui pour le comprendre. Euh, Là, vous perdez votre travail. Du coup, ça crée hein, une problématique dans le facteur social, ça crée directement un impact aussi au niveau mental. Voilà, vos émotions sont perturbées, vous êtes stressé, est-ce que je vais retrouver un travail, comment je vais faire, etc., etc. Du coup, ça peut avoir un impact sur votre physique. Ok, ça, on va le voir juste après. Par exemple, côté physique, vous avez une maladie.
peu importe la maladie que vous avez. Si celle-ci dure longtemps, ça peut avoir un impact sur votre travail. Vous pouvez peut-être plus travailler comme il le faut. Si vous êtes indépendant, c'est problématique, hein, même si vous n'êtes pas indépendant, ça peut être problématique par rapport à votre travail. Et ben, du coup, ça a un impact aussi sur votre mental. Et en fin de compte, tout ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque chose que l'on va vivre dans notre vie va pouvoir venir entrer en lien avec une de ces, avec les sphères d'ailleurs, les 3 sphères. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas d'un côté, ça va impacter les autres côtés. Donc, si on veut être en bonne santé, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut venir traiter les 3 piliers là, de la santé en même temps. Ça, c'est juste pour dresser le contexte et pour que vous compreniez un petit peu la démarche dans laquelle on est pour vous parler ce soir de ce qu'on va vous parler. Et forcément, on a dit ce soir, on allait parler vraiment de l'hypnose parce que c'est vraiment quelque chose de support, mais on a dit qu'on allait parler de l'hypnose dans la posture. Et je peux pas ne pas vous parler du coup de l'émotionnel. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez quand je vous ai présenté les réflexes archaïques, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que les réflexes archaïques ont un impact sur l'émotionnel et qu'on voyait de plus en plus, par exemple, de réflexes archaïques qui étaient encore présents alors qu'ils devraient être intégrés, comme le réflexe de peur paralysante et le réflexe de Moreau. Et que la grosse problématique de tout ça, c'est quoi? C'est les effets que ça va avoir sur la posture. Ok? Donc, les émotions ont un impact immédiat sur la posture. Alors, c'est pas sorti d'un chapeau. Il y a énormément d'études, et encore plus là, en ce moment, entre 2018 et 2021. Il y a une pléthore d'études là, qui sort là-dessus, beaucoup de méta-analyses. Alors, ceux qui suivent un peu les études, en gros, une étude, on prend des sujets, on regarde ce que ça peut faire hein, par rapport à un travail qu'on leur donne. Une méta-analyse, c'est quoi? C'est on prend plusieurs études, on les regroupe, et du coup, on a, on va dire, un meilleur résultat, parce que là, on est venu voir un ensemble d'études pour tirer une confirmation. Par exemple, je vous parlais en termes de neuro, en présentation, du système vestibulaire, du cervelet et de la vision. Ok, je disais que ce sont les piliers en fin de compte du système nerveux central, ce qui permet en fin de compte à votre cerveau de fonctionner correctement. Il y a donc le système vestibulaire qui est lié à l'oreille interne, ok? Et dans ce système vestibulaire, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que des stimulations vestibulaires ont un impact immédiat sur le système limbique. Et le système limbique, c'est le siège des émotions au niveau du cortex limbique. Ok. Donc, le fait de faire des stimulations du système vestibulaire va améliorer vos émotions. On sait aussi que le système vestibulaire va être un contrôleur du stress. Donc, le fait de faire pareil, des stimulations du système vestibulaire va permettre d'apporter une amélioration au niveau du stress. On sait également que le système vestibulaire, et ça c'est une étude qui est vraiment toute récente, va venir influencer le rythme circadien. Donc, par la même occasion, va améliorer votre métabolisme, votre sommeil et du coup potentiellement vos émotions. Donc rien, si on prend le côté neuro, quand on travaille en neuro, hein, pour ceux qui sont sur Labo RNP, vous avez déjà le système vestibulaire qui est un gros régulateur du stress, des émotions. On a également le cervelet. Le cervelet, alors il y a aussi plusieurs études, hein, je ne vous les fais pas toutes parce que sinon on passerait des heures. Voilà, il y en a énormément et on pourra vous en donner à l'occasion si vous voulez. Le cervelet a une grande part d'interaction avec l'anxiété. On a plusieurs études, donc dernièrement, là, qui nous montrent vraiment que il y a un gros problème dans le cadre des thérapies actuelles. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est plusieurs études sur la prise en compte, en fin de compte, du cervelet dans les problématiques d'anxiété. On ne prend pas en compte donc assez dans les thérapies modernes de l'intérêt et du travail du cervelet dans les phénomènes de l'anxiété. Donc ceux qui font, alors il y en a pour certains, ça peut vous paraître un petit peu compliqué. Labo RNP, on vous montre comment réintégrer les systèmes vestibulaires, le cervelet, etc., etc.
Au niveau du système visuel, donc vous voyez là, on traite vraiment la base de notre pyramide du système nerveux central, donc avec la première étape qui est sensorielle. Et bien la vision, on remarque exactement la même chose. Des grosses interactions entre vision et anxiété. Et pour finir, dans ces liens entre les émotions et la posture, bah, on a les réflexes archaïques, les réflexes archaïques comme le réflexe de peur paralysante et le réflexe de Moro. Le réflexe de Moro qui est aussi un gros réflexe émotionnel. Donc j'ai dit, hein, le réflexe de peur paralysante, si celui-là il est encore présent chez les personnes qui ont vécu des traumas, qui sont stressées, etc. Alors, comment on peut le voir, vous savez, vous venez derrière quelqu'un, vous le claquez dans les mains, une réaction vraiment de grand sursaut. On peut avoir une réaction de, vous savez, de petits sursauts, ça s'appelle le réflexe de Startle qui se met en place justement une fois que le RPP, que le Moro sont intégrés, il y a le Startle réflexe qui se met en place. Mais la personne ne devrait pas être on claque dans les mains et ouais, vraiment avoir peur, ou il y a une porte qui claque, faire des bonds, ou alors on peut le voir aussi des personnes qui, dès qu'il y a une lumière trop intense ou qu'il y a du soleil, ils sont obligés de mettre des lunettes de soleil parce qu'ils ne supportent pas les lumières intenses, ou alors les bruits trop intenses. Donc voilà, ça c'est des liens avec le RPP, le Moro. Donc, le RPP, on a dit, à la base de 7 ou 8 réflexes archaïques qui vont se développer derrière, notamment des réflexes au niveau du pied, des réflexes cognitifs, voilà, et qui ont tous un lien avec la posture. Si vous avez mal à la cheville, que vous avez mal au genou et que vous ne traitez pas votre émotionnel, en tout cas votre réflexe de peur paralysante, bah voilà, il y a quand même de grandes chances que vos problématiques, vos douleurs, vos tensions, vos asymétries ne se corrigent pas. Voilà, tout simplement. Le réflexe de Moro, bah pareil, hein, c'est un réflexe où on peut retrouver des problèmes de personnes qui vont peut-être se renfermer sur elles-mêmes. Et donc voilà, ne pas le travailler, on va retrouver euh, des, euh, des problèmes au niveau de la posture. Ok, ça va? Je n'essaie pas d'aller trop loin parce qu'il y a des gens qui sont pas du tout formés ouais, suite à un trauma, oui. Alors, en fin de compte, les réflexes archaïques, ils sont censés s'intégrer complètement et pleinement, ok? Et juste revenir, ressurgir quand il y en a besoin. Une voiture te fonce dessus, Arnaud, il faut que tu aies le réflexe de sauter sur le côté, ok? Il y a plusieurs styles plusieurs sortes de façons de réfléchir, hein. Il y en a qui vont rester pétrifiés sur place, c'est pas bon. Il y en a qui vont partir en courant quand il y a un problème. Bon, là, quand il y a une voiture qui te fonce dessus, bah, ouais, c'est un petit peu mieux. Euh, euh, et il y en a qui vont combattre le problème, hein, qui vont être dans l'agressivité quand il y a un problème qui arrive sur eux. Quelqu'un qui vous parle mal ou quelqu'un qui vous klaxonne en voiture, bah, soit voilà, vous pétrifiez, vous faites comme si de rien n'était, soit vous faites tout petit parce que vous êtes dans la fuite, soit vous êtes tout de suite dans l'agressivité, vous allez combattre. Ok. Donc voilà. Je ne dis pas qu'il y a une des façons qui est mieux que l'autre, mais il y a d'autres façons de gérer en fin de compte. Ça, c'est ce qu'on appelle un peu la roue phylogénétique. Et on en parlera ailleurs de ça. Et donc, du coup, voilà, ça, c'est nos différentes façons de réagir. Donc, normalement, ton RPP, il va juste ressurgir quand ta voiture va te foncer dessus. Mais dès que tu vas traverser la route et que tu vas avoir à chaque fois des voitures qui arrivent, mais qui vont s'arrêter normalement, et que toi, tu vas tout de suite soit te pétrifier, soit vite accélérer, soit être en sueur parce qu'une voiture arrive sur toi, ça, c'est pas normal, tu vois. Et là, tu as vécu un trauma. Donc forcément, le trauma, il peut ressurgir à n'importe quelle période de notre vie. Et souvent, on parle de trauma émotionnel, mais il n'y a pas que le trauma émotionnel qui rentre en compte, il y a aussi le trauma physique. Tu te fais une grosse blessure, ok? Donc là, on a pas mal d'amis kinés, ostéopathes là sur le live. Donc ça vous parle. Il y a quand même énormément de gens, même les coachs sportifs, hein, ça vous parle. Parce qu'il y a quand même énormément de gens qui viennent vous voir, qui sont blessés et qui n'arrivent plus à réavoir le niveau qu'ils avaient avant par peur de nouveau de Se se faire blesser. mal. On a créé un stress, on ne va pas venir combler ce stress, et ben on ne comblera pas pleinement les problématiques liées à la posture. Donc voilà. Est-ce que c'est bon pour vous tout ça, ces petites infos? Ce qu'il faut comprendre, c'est émotion, trauma, gros stress, anxiété, tout de suite il y a un lien avec la posture, ça va créer un blocage. La problématique, c'est OK, on peut faire plusieurs choses
pour prendre en compte ça. Donc, on peut faire de l'hypnose, de la TMO, la PNL, tout mixer, etc. Ça peut avoir un impact, mais on voit aussi que c'est pas tout, qu'il y a aussi un impact de nos systèmes sensoriels, des réflexes archaïques sur nos émotions. Et donc, l'idée, voilà, ce serait du coup de travailler conjointement ça. Du coup, un petit laïus entre l'hypnose et la posture. Pourquoi c'est important de travailler en hypnose pour la posture, en tout cas dans cette réflexion émotionnelle. Marine, tu veux commencer? Ouais, si tu veux. On va juste prendre là, justement, cet index de computation, là, le petit cercle divisé en 3 parts égales, que vous pouvez voir sur sur la droite de votre écran, du coup. Ça représente en fait, il manque en fait juste sur ce cercle, on pourrait mettre des petites flèches qui vont dans tous les sens et qui relient chaque cadre. Parce que, eh ben, les processus internes influencent les états internes, vice-versa, les états internes avec le comportement externe, vice-versa, et le comportement externe avec les processus internes, vice-versa. En fait, tout a un impact sur les autres. Donc forcément, quand on va créer un changement, en modifiant une des parties, et ben, ça va forcément modifier les autres aussi. Les processus internes, c'est ce qui a un impact au final. Les processus internes, au final, c'est les pensées, les croyances, les valeurs. Ce qui se passe en fait au plus profond de vous et sur lesquels vous n'avez pas toujours forcément la main. Les états internes, ce sont vos émotions. Et le comportement externe, eh ben, simplement, c'est le comportement, la façon dont vous vous comportez. Et quand je dis la façon dont vous vous comportez, ben, c'est le comportement que vous allez avoir vis-à-vis d'une action, mais aussi votre façon de vous tenir. Et dans votre façon de vous tenir, vous avez bien compris où je voulais en arriver, mais c'est bien dans votre posture. À un moment, on le voit et vous l'avez certainement déjà ressenti dans votre vie. Il y a un moment où vous allez bien, tout va bien, vous tenez normalement. Et il suffit qu'il arrive une mauvaise annonce ou quoi que ce soit, on peut avoir cette tendance à venir, boum, se renfermer sur soi-même. À ce moment-là, ben, qu'est-ce qui se passe? Rotation interne des épaules, on vient fléchir le dos, on vient baisser la tête. Du coup, on respire plus correctement, etc. Et on complique tout. Et c'est là où on a vraiment ce lien entre eh bien, nos émotions, nos pensées, nos valeurs, etc., qui là peuvent être gérées eh bien, par toutes les notions dont on parlait avant, l'hypnose, je vais y arriver, la PNL, la TMO, et tout ce qui se passe à l'extérieur, aussi bien dans votre comportement que dans votre façon de vous tenir. On peut donc bien imaginer que lorsque vous n'allez pas bien, que l'on est stressé, etc., donc là qu'on est dans les états internes négatifs, au niveau des processus internes, et bien forcément, vos pensées, vos valeurs, elles ne vont pas être au mieux de leur forme non plus, mais votre comportement externe va faire que, alors oui, de base, on va avoir tendance à être peut-être plus agressif, ou justement à prendre plus de recul, à s'éloigner des autres, à être triste, à peut-être même pleurer. Là, on est sur un comportement externe à ce moment-là, mais aussi à se tenir de façon différente. On le voit bien en général, les gens qui vont bien ont tendance à se tenir droit, à pouvoir être ouverts, et les gens qui ont tendance à être stressés, angoissés, anxieux, vont avoir tendance à complètement se refermer sur eux-mêmes. Et tout ça, ça a un impact direct sur notre corps et je pense aussi sur nos douleurs. Je te laisse prendre la main, Adrien. Yes, yes, yes. Pareil, donc ce que Marine disait, entre quand on voit la jeune dame là qui se tient avachie ou redressée, c'est pareil, c'est pas sorti d'une boîte de Bonux. Tout simplement, il y a énormément d'études qui sont allées sur une population en plus assez grande. Alors, parce que vous savez, des fois, il y a des études qui sont faites sur 2 personnes. Et après, on en tire un lien ad vitam aeternam. Mais attention, les étirements, c'est pas bon à l'échauffement, alors que le protocole se base sur 5 personnes qui ont fait des étirements pendant 1 heure avant de faire du sport. Donc, ouais, voilà. Ouais, les études, c'est pas toujours fiable, hein.
Par contre, là, quand on commence à taper sur 40, 50, 80 personnes, et en plus de ça, il y a plusieurs études, on commence à se dire, OK, il y a des choses qui sont intéressantes. On voit quand même que ce changement de la posture a un impact sur l'émotionnel. Tout simplement, on se tient droit, on va avoir plus de confiance en soi. On est avachi, bah, on va être un petit peu moins bien, perte de confiance en soi, etc., d'estime de soi, et vice-versa. OK? Vice-versa. Si on n'est pas bien, au niveau des émotions, et ben, on peut retrouver ces mauvaises postures. Voilà, ben, c'est exactement ce que Frédéric dit. L'inverse est vrai aussi pour contrer une émotion, prendre une position positive, peut faire évoluer notre état émotionnel, dynamisme par exemple. Mais par contre, le gros problème de tout ça, c'est quoi? C'est que la posture, elle est inconsciente. OK? Parce qu'en fin de compte, la dame, quand elle est avachie, même si elle se dit, tiens, je vais me tenir droit, qu'est-ce qui va se passer quand elle va continuer? Ben, elle va refaire deux autres tâches, parce qu'on peut conscientiser que quatre choses à la fois, vous vous rappelez? Versus des millions de choses de manière inconsciente, mais quand elle va faire plusieurs tâches, et ben, elle va repartir dans sa mauvaise posture. Ok. Donc là, comme disait Marine, elle est avachie sur elle-même, elle est renfermée, elle est en chaîne de flexion, et bah, du coup, ça va oppresser au niveau de la cage thoracique, le diaphragme ne va pas fonctionner comme il faut, les poumons ils vont pas se remplir comme il faut, même si la personne n'était pas stressée, rien qu'en se tenant voûtée, elle a une respiration qui active son système nerveux sympathique. Donc, elle va stresser son organisme. Donc, on peut ne pas être stressé, mais avoir une mauvaise position dans la vie de tous les jours qui va faire, en fin de compte, que l'on est stressé. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, le corps, tout ce qui se passe au niveau du corps, ce sont des processus métaboliques, des échanges gazeux, hormonaux, etc., etc. Donc voilà, ça, on ne le maîtrise pas. Et le problème, c'est que même si on dit tiens-toi droit quand tu es assis, qu'est-ce qui se passe une heure après? Bah, vous êtes de nouveau avachi. Parce que vous ne pouvez pas le maîtriser, c'est inconscient la posture. En Cette, général, on n'a pas besoin d'attendre 1 heure, en fait, hein. ouais, on n'a pas besoin d'attendre une Ça heure, mais va très, très vite. Mais parce que c'est c'est inconscient pour et donner l'exemple. qu'entre-temps, on a Ouais, géré 10 000 choses. ouais, c'est ça. Et donc, du coup, bah voilà, ça, on peut pas le maîtriser. Alors, ouais, des fois, on se tient droit et on se dit, ah, là, je vais un peu mieux, mais il va falloir travailler quand même sur les processus pour y arriver et que ça reste de manière complète. Alors, on sait que justement, si on change son état interne, on peut réussir déjà à se tenir plus droit. OK? Donc là, on revient sur l'index de computation comme Marine l'expliquait. Mais il y a autre chose, donc je parlais de la respiration, avec le lien avec la posture. On sait que la respiration, et c'est là où c'est intéressant, ça régule les fréquences hertziennes, parce que tout est fréquence hertzienne. Ok. Vous avez déjà entendu parler des fréquences hertziennes. Donc, tout est fréquence hertzienne. Là, moi, je suis sur un ordinateur, il a une fréquence hertzienne qui est posée sur une table, qui a une fréquence hertzienne, et moi-même, j'ai une fréquence hertzienne. Et on sait même que pour être recalibré au niveau de la posture, il faut une certaine fréquence hertzienne. Ok. Donc voilà. Donc, tout est fréquence, et on sait que ces fréquences hertziennes peuvent se réguler via la respiration également. Pourquoi? Parce qu'on va venir travailler sur le rythme cardiaque qui émet une fréquence. On va venir travailler sur la pression sanguine qui émet une fréquence. Et on sait en plus que la respiration nasale va permettre justement de réguler au mieux ces fréquences. Donc tout ça, rien qu'en travaillant déjà là sur la respiration, on améliore énormément de choses au niveau de la posture. En plus de ça, le fait de bien respirer, ok, donc avec le diaphragme, hein, ok, donc respirer avec le ventre. Là, quand on essaie de conscientiser sa respiration, on peut faire l'essai. Je sais pas, vous êtes devant votre ordinateur et dites en dessous, dans la fenêtre de discussion, qui respire avec son thorax, qui respire avec son ventre, de manière naturelle, sans le conscientiser, ok? Et là, déjà, on va se rendre compte qu'un maximum de gens vont respirer plus avec le thorax qu'avec le ventre. Donc, il faudrait que ce soit le ventre en premier qui se gonfle et non le thorax. Ok. Donc, rien que là, déjà, voilà, ça pose des problèmes parce que tout le monde vit dans la sédentarité, dans le stress ambiant de boulot, social. Il faut être bien pour tout le monde, il faut avoir son CDI, il faut rembourser sa dette, etc. Mais du coup, voilà, on vit tous dans un stress perpétuel. Et et en fin de compte, on a pris une respiration qui est thoracique versus les enfants. Regardez un enfant, avant qu'il soit trop sédentaire, ben, il respire avec le ventre. On dit souvent même, les enfants, ils ont un ventre qui est rond. Pourquoi? Parce qu'ils respirent avec le ventre. Mais nous, on vit en plus dans un contexte social et sociétal où il faut s'afficher sur Instagram, Facebook, etc. On peut pas s'afficher avec un ventre rond sur Instagram et Facebook. Ça se fait pas, ça. Donc voilà, il faut s'afficher avec les tablettes de chocolat, être le plus beau possible, etc., etc.
Le problème, c'est que d'avoir une mauvaise respiration, eh ben, ça a un impact aussi sur ce système limbique qu'on parlait tout à l'heure. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on disait que c'est le siège des émotions. Et en fin de compte, une bonne respiration bah, va permettre de moduler les oscillations limbiques. Alors, bah, vu qu'on en parle, j'essaie de respirer avec le ventre et par le nez. Bah voilà, bah, c'est super, mais c'est ce qu'il faudrait faire en permanence. Donc voilà, donc on voit quand même que bah, d'un côté, on a tout ce qui est la neuro, les réflexes archaïques, la posturo qui nous permettent de corriger nos émotions et qu'il faut prendre en compte pour corriger nos émotions. Et même c'est indissociable. Euh, on en a parlé là tout à l'heure, hein, on voyait avec le cervelet les études là qui disaient attention, plusieurs études soulignent le fait que le cervelet n'est pas assez pris en compte dans les problèmes d'anxiété. Donc là, il faut quand même bah, se remettre en question à un moment et se dire ok, bah tiens, on travaille. Et, euh, et aussi bah, le facteur hypnose qui va nous permettre, via les émotions, euh, bah, tout simplement le relâchement qui va nous permettre de mieux respirer, de mieux se tenir, apporter des améliorations notables aussi sur les émotions. Et du coup, tchoum, je vais vers la slide. Qu'est-ce que c'est pour nous l'hypnose RNP? Alors, RNP, c'est reprogrammation neuroposturale, c'est labo. Hein. Qu'est-ce que c'est pour nous l'hypnose? Ben, c'est déjà arrêter de tout segmenter. Parce que dans notre vie actuelle, il faut qu'on sépare tout. Je vais vous prendre un exemple. Je veux perdre du poids. Okay, c'est un exemple qui parle à tout le monde parce que tout le monde s'est dit au moins une fois dans notre vie, je veux perdre du poids. Alors, ne mentez pas les coachs sportifs, vous avez au moins une fois voulu perdre du poids dans votre vie, c'est pour ça que vous êtes allé dans une salle de sport, ou alors pour être plus beau gosse, plus musclé. Mais en tout cas, voilà, on a tous voulu avoir un changement corporel. Quand on veut perdre du poids, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire du sport et on sait que ça marche. Ok? Quand on veut perdre du poids, qu'est-ce qu'on fait aussi? On peut bien manger et on sait que ça marche. Mais si maintenant on mixe le sport avec la nutrition, eh ben, ça va matcher 2 fois plus. Ok? Et on le sait que ça va encore mieux marcher parce que ça va nous permettre, ben, on va augmenter ce qu'on appelle le NAP, la dépense énergétique quotidienne, on va mieux manger, on va baisser les calories, bah, voilà, forcément, on va avoir un meilleur rééquilibrage alimentaire, donc forcément, bah, on va être mieux sur tous les fronts. Mais en plus de ça, on sait, vous avez peut-être déjà entendu parler de l'hypnose pour la perte de poids, et ça marche très très bien aussi. Ok, il y a des protocoles d'hypnose pour la perte du poids, comme pour l'arrêt du tabac, etc. Et il y a des gens, ils font des protocoles d'hypnose pour perdre du poids, ils arrivent à perdre du poids. Et c'est cool. Ok. Mais nous, dans notre vision, on se dit, il faut tout mixer. Tu veux perdre du poids, eh ben, on te met de l'hypnose, on te met du sport, on te met de l'alimentation. On ne sait jamais chez les gens quelle fenêtre va marcher le plus. Et ça, c'est impossible de le savoir. Par contre, on sait que chaque fenêtre, chez tout le monde, ça va apporter ben, une petite amélioration. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On matraque le tout et on va au résultat. De nos jours, donc, on segmente trop. On dit, bah, tu veux perdre du poids, il faut que tu fasses du sport. Oui, il faut que tu manges bien. Oui, il faut aussi. Non, c'est pas vrai. On a vu, rien qu'avec les réflexes archaïques, que les réflexes archaïques, ils géraient la posture, les émotions et l'aspect cognitif. Et ça, c'est des choses, c'est inné chez nous. On les a depuis que l'homme est homme, les réflexes archaïques. On peut pas ne pas grandir sans ces réflexes archaïques-là. D'ailleurs, ils sont testés par les pédiatres à la naissance de l'enfant. Le premier jour de la naissance, c'est les réflexes archaïques qui sont testés pour voir s'il n'y a pas un problème justement au niveau du système nerveux central. On ne va pas avoir un problème neurologique avec un enfant. Donc, ces réflexes archaïques-là, ils sont très importants et on sait que ça mixe tout. On ne peut pas dire, pour l'émotion, il faut faire que ça. Ah ben, votre fils, il a des problèmes cognitifs, eh ben, il faut faire que ça. Ok. Donc, il faut tout mixer, tout simplement. En plus, on a vu avec la définition de l'OMS là, sur la santé que chaque sphère impactée sur l'autre, donc forcément, il faut tout bosser. Voilà, c'est ça, c'est, comme dit Raphaël, une approche multifactorielle et holistique pour une meilleure efficacité. Et je suis 100% d'accord avec toi. Rilas, vu que pour la majorité, j'ai l'impression que l'alimentation et les émotions sont liées, on attaque un peu l'aspect émotionnel en régulant l'alimentation aussi. Non, oui, tout simplement, le nerf vague, si vous avez déjà entendu parler, on sait quand même que on appelle l'intestin le deuxième cerveau, en gros. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de connexions nerveuses au niveau du cerveau et ça va avoir de l'intestin, pardon.
lapsus, et ça va avoir un impact sur le cerveau. Et à un moment, on disait même, il ne peut pas y avoir de bactéries qui rentrent dans le cerveau, et on le sait maintenant parce que en neurosciences, il y a des changements tous les jours, ok. Il y a une évolution énorme, et on sait maintenant qu'il y a des bactéries qui étaient dans l'intestin et qui peuvent se retrouver dans le cerveau. Donc, ouais, forcément, mange mal, ça peut avoir un impact clairement sur tout ça. Et en plus de ça, je rajouterais même que au niveau des sièges émotionnels que l'on peut retrouver, parce que tout n'est pas qu'à un endroit dans le cerveau aussi, hein, ça il faut aussi le comprendre. On a tendance à dire cerveau droit, cerveau gauche ou aire motrice, etc. Ça, on sait que c'est pas vrai, c'est des connexions qui se font. Il y a plusieurs endroits qui peuvent répondre à plusieurs choses. Euh, on sait qu'il y a quand même des comportements néfastes alimentaires qui se retrouvent aux mêmes endroits que les sièges de l'anxiété. Donc, en traitant les problématiques comme on l'a vu, là, cervelet, vestibulaire, hypnose, etc., vision, réflexe archaïque, on a un impact aussi qui peut être très positif sur l'alimentation. D'ailleurs, il y a des réflexes archaïques qui sont directement liés à des comportements alimentaires mauvais, addictifs, etc. Mais c'est un autre débat, on fera ça sur un autre webinaire. Euh, donc voilà, donc on a dit déjà dans un premier temps, il faut tout traiter, ok? Émotion, posture, cognition, là-dessus, voilà, il faut arrêter de segmenter les choses, il faut avoir une vision globale. Et nous, quand on parle d'hypnose, pour nous, ben, ça veut dire mélanger. En fin de compte, on n'est même plus hypnothérapeute avec la vision RNP, on est dans une vision où on est un peu comme des coachs, du coup, C'est ça. hypnose et neuro, où on va permettre de réintégrer des choses chez les gens au niveau, bah, tout simplement en faisant des séances d'hypnose émotionnelle, mais en plus en leur disant, OK, là, on va travailler sur le système vestibulaire, sur le cervelet, etc., etc. Si vous avez bien retenu les différentes choses qu'on a dit, parce qu'on a quand même donné beaucoup d'informations ce soir, le facteur émotionnel doit être traité en first, en priorité, ok? C'est vraiment un blocage de la correction posturale, le facteur émotionnel. Vous voulez améliorer les postures chez les gens, vous voulez que les gens aillent mieux, qu'ils arrêtent d'avoir de la bobologie, des douleurs, des tensions en permanence. Voilà, il va falloir aller chercher du côté émotionnel. Ça, c'est obligatoire, il faut le faire. Ensuite, on a dit, bah voilà, pour résumer un petit peu tout ce qu'on a dit ce soir, la relaxation c'est bien, mais ça ne suffit pas. La neuro c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut mixer tout ça, donc cette globalité. Mais il y a encore d'autres choses qui ont des effets. Il faut savoir quand même qu'il y a des effets sur l'anxiété via la production de lactate. Ok. Donc, je ne sais pas si ça vous parle pour les non-sportifs. Vous savez, quand on fait un effort et qu'on n'en peut plus, on a tendance à dire, ah, c'est l'acide lactique. Vous avez déjà entendu parler de ça? Eh ben, tout ça qui est enseigné depuis des années, eh ben, on sait quand même que c'est faux, depuis plus de 40 ans, que l'acide lactique n'existe pas, en tout cas pas dans le corps humain. Si vous aviez de l'acide lactique dans le corps humain, vous, bah, vous seriez mort, tout simplement. En fin de compte, ce qui était vu comme un déchet, c'est pas du tout un déchet, au contraire. Bon, c'est compliqué, on va pas rentrer dans les processus énergétiques maintenant, mais en gros, ce que vous faites quand vous faites du sport, ben, vous créez des lactates. Et c'est justement le fait de ne pas avoir assez de lactates qui vous met dans le mal quand vous faites du sport. Il faudrait du coup développer ces lactates-là pour vous permettre d'aller de mieux en mieux. Et en plus de ça, on sait que les lactates, ils utilisent des petits transporteurs. C'est des petits bus, ok, comme le bus magique, pour ceux qui ont connu quand vous étiez enfant. Euh, Dans le bus magique, ben, les lactates, quand vous faites du sport, ils se baladent un petit peu partout pour aller réguler différentes zones dans votre corps humain. Et quand vous faites certains types d'efforts, les lactates, ils vont venir directement au niveau du siège de l'anxiété. Donc, encore une autre approche qui va permettre d'améliorer cette prise en charge de l'anxiété. Vous avez vu, en fin de compte, c'est multifactoriel. Comment traiter quelqu'un qui a de l'anxiété? Ben voilà, il ne faut pas croire que c'est juste avec une séance de relaxation tous les 6 mois que ça va s'améliorer. Il faut vraiment voir euh, tout ça partout. Ouais, Riles, Mademoiselle bille en tête. C'est exactement ça. Julien dit proton H+, et une molécule de pyruvate, sous-produit de la vie cellulaire, c'est ça. Pour le lactate, hein, je précise.
Donc voilà, on vit aussi dans un monde où tout est aseptisé, tout est contrôlé. On n'a plus trop chaud, on n'a plus trop froid, on n'a plus trop faim. Ok. Je ne sais pas si vous connaissez les lois de l'Hormèse. Alors, avec Labo RNP, on fait quand même des quarts d'heure neuro toutes les semaines. Je vous invite à aller regarder le dernier quart d'heure neuro. Ça dure un quart d'heure, comme son nom l'indique, où on parle d'un sujet. Et là, on avait un invité, on parlait de la loi de l'Hormèse. Alors, on a fait ça rapidement parce qu'on n'avait qu'un quart d'heure. Vous pourriez passer une journée aussi à parler de l'hormèse. Et, euh, et donc, du coup, dans les processus hormétiques, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est sortir un peu de sa zone de confort sans forcément non plus aller à l'extrême parce que on a deux phénomènes, hein. C'est soit on est trop dans le confort maintenant, donc il faut des beaux souliers parce que nos pieds, il ne faut pas qu'ils s'abîment. Il ne faut pas qu'on ait trop froid, il ne faut pas qu'on ait trop chaud, il ne faut pas qu'on ait trop faim. Il faut qu'on soit tout en confort sur le canapé ou dans un bon fauteuil, etc. Alors, leur messe, c'est un peu pour vous faire sortir de tout ça. Et à contrario, ben, on a les gens qui sortent trop de leur adaptation. Ils vont tout le temps dans le trop-trop, comme l'âne. Ok, c'est vraiment les dessins animés pour enfants ce soir, hein. Donc, on a les bus magiques, là, on a l'âne trop-trop. J'ai pas encore parlé de Tortue Ninja, et pourtant, pour ceux qui me suivent, vous savez, j'aime bien ça. Euh, de plus en plus, il y a des gens qui vont faire du sport en se disant il faut que je m'arrache, que je m'éclate. Là, on sort du processus adaptatif et du coup, on va créer des problèmes d'observation. Pourquoi? Parce que le cerveau, pour dire si quelque chose est sécuritaire pour lui ou pas, bah, c'est tout le temps des processus d'observation. Bah, il observe qu'une voiture vous fonce dessus. Ah, c'est pas sécuritaire. Tiens, je me recule. Maintenant, la prochaine fois, je sais que je vais faire attention quand je vais traverser une route. Vous savez, ça, c'est les processus d'observation. Et le problème, c'est que ces processus d'observation, ils vont donner bah, des bons codes ou pas à terme. Il y a aussi tout ce cheminement de l'interoception qui a un grand rôle et un grand lien avec l'anxiété. Ok. Je vais je vais pas forcément euh, voilà, aller plus loin. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites là. Mais en gros, c'est pour comprendre bah, l'hypnose RNP, ce que ça prend en compte. Bah, ça prend tout en compte. Ok. Tous les schémas métaboliques, tous les schémas d'observation, tous les schémas neuro et aussi grandement l'hypnose. Et en fin de compte, pourquoi on a fait ce live ce soir? Bah, c'est tout simplement pour vous annoncer qu'on sortait bah, notre formation en hypnose, justement RNP, où on va vous permettre bah, d'apprendre tout ce qu'on a dit ce soir, dans le détail. Donc, que ça soit sur les processus neurologiques, ok, où on vous donnera des exemples, on vous dira pourquoi il faut mieux réintégrer certaines choses, etc. Dans les processus de l'hypnose, de la PNL, des TMO. Et donc voilà, et en fait, compte, si vous nous suivez, vous savez qu'on aime bien condenser les choses et qu'on aime bien les rendre vulgarisantes et abordables. On vous propose une formation, en fin de compte, où on va parler d'hypnose, donc un praticien hypnose, ericksonienne, hein, parce qu'on fait de l'hypnose ericksonienne, C'est de la ça. PNL mixée dedans, et des traitements par les mouvements oculaires. Pourquoi? Parce que, bah, vous avez compris, on vit de manière globale, holistique, et déjà, dans notre approche mentale, il faut, on le travaille comme ça, et on le voit différemment, enfin, on ne se verrait pas faire différemment maintenant. Donc voilà, donc il y a cette approche-là, et en plus de ça, on va mixer, on va parler des choses qui sont sous-jacentes, etc. Et donc, dans cette formation praticien hypnose, je vous partage tout de suite le lien en discussion. Comme ça, vous pourrez regarder, vous pourrez jeter un œil. Comme c'est en phase de pré-lancement, on fait un tarif exceptionnel jusqu'au 1er décembre. Ensuite, la formation, eh ben, elle va évoluer, ok, parce qu'on va rajouter des choses dessus et on va augmenter le tarif. Qu'est-ce qu'il y a dans cette formation? Ben, il y a plus de 8 heures de vidéo. Alors, 8 heures de vidéo, faut pas le voir comme 8 heures de présentiel, hein. Quand on fait des vidéos, vous savez, il n'y a pas cette interaction, les exemples qu'on prend tout de suite dans une formation présentielle. En gros, comment dire, une forme, quand on met 8 heures de vidéo, c'est l'équivalent d'une dizaine, quinzaine de jours de pratique, en fin de compte, en présentiel. Donc, il y a 8 heures de vidéo pour l'instant. Il y a également un cours par mois en live, donc via Zoom, un cours où ça sera des révisions, des questions, des échanges. Il y aura également 2 jours de présentiel. Et tout ça, c'est inclus dans la formation. Ok. Donc, un prat hypnose avec de la PNL, TMO,
où on va parler aussi de neuro, de réflexes archaïques, notamment les 2 réflexes archaïques émotionnels. On va parler, du coup, d'un webinaire par mois, plus, 2 jours de présentiel pour passer en fin de compte une certification. OK? Et pour le prix de lancement, on le lance à 499 €. Je vous laisse regarder un petit peu les tarifs de ce qui se fait en hypnose et vous vous apercevrez de ce qu'on vous dit. Alors, reconnu par l'État, euh, l'hypnose, c'est pas reconnu par l'État, hein, quoi qu'il en soit, hein. Il n'y a aucun diplôme en hypnose, même en neuro, qui n'est reconnu par l'État, à part un master, un doctorat en neurosciences, etc. Et encore, on n'est pas en neurologie appliquée. Voilà. L'hypnose, c'est des certifications privées. Même quand il y a marqué DU d'hypnose, diplôme universitaire d'hypnose, il faut savoir que les DU ne sont pas reconnus par l'État. C'est une certification que lance une université. Ce qui est reconnu par l'État, c'est des brevets d'État ou des diplômes universitaires comme le master, licence, doctorat, maîtrise, peu importe. Merci Frédéric, merci à tous, hein. Ça s'adresse à quel public? Bah, tout public qui est intéressé pour se former et puis pouvoir après se lancer dans ce genre de suivi avec les personnes. Il n'y a pas de prérequis en fin de compte. Pourquoi? Parce que on détaille tout. On repart de la base, on vous apprend tout et ça vous permet de maîtriser. Donc voilà, c'est une formation, en tout cas en hypnose complète, qu'on vous propose. Donc voilà. Là, je vous remets le lien parce que comme il est remonté, si vous voulez aller jeter un coup d'œil, comme ça vous pourrez voir. Donc la formation, elle est à 499 jusqu'au 1er décembre. Ensuite, elle va passer à 699 € jusqu'au 1er janvier. Ça sera le tarif de lancement de la formation. Donc là, on est sur des tarifs de prévente. Ensuite, on passera sur un tarif de lancement. Et au 1er janvier, la formation, elle sera à un tarif définitif qui sera de 899 €. Donc voilà. Pourquoi un tarif un peu moins cher? Parce que on le fait tout simplement sur internet la majeure partie du temps, même si c'est vrai qu'il y aura la certification en présentiel plus le webinaire toutes les semaines. Et donc voilà. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions en rapport à tout ce qu'on a vu ce soir? Je vais juste couper l'enregistrement. Voilà. Tac. Enfin, je vais couper là le truc.